Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Didier Assogba. Avec lui, nous allons parler du Tchad, Amici général pour les rebelles et les opposants. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va. Allez, le Conseil national de transition a largement voté vendredi 24 décembre en faveur de 2 projets de loi prévoyant l'amnistie générale pour les rebelles et opposants tchadiens, remettant à zéro les copteurs d'une liste de plus de 200 opposants et membres de groupes armés rebelles. C'était l'une des exigences des opposants pour s'asseoir à la table des négociations du dialogue national initié par le président Mahamat Idriss Déby. Alors Didier Assogba, est-ce qu'on peut dire qu'un grand pas est posé pour la réconciliation dans ce pays? Grand, je ne saurais le dire, mais c'est un pas quand même de poser. Grand, c'est un peu trop tôt pour qualifier cette action de grand pas, mais c'est quand même un pas de poser. Parce que vous savez, au Tchad, Mahamat Déby sait forcément qu'il lui serait difficile de maîtriser l'intégralité du pouvoir s'il n'arrivait pas à associer ou du moins à avoir autour de lui ou à rassembler autour de son action une bonne partie des rebelles qui s'étaient coalisés. On rappelle d'ailleurs que la plupart des leaders de ce mouvement rebelle-là sont issus de l'ethnie du feu président, donc de l'ethnie du président de la transition. Et donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que c'est des divisions jusqu'au sein même de sa propre famille ou de ses tribus. Et donc il va être compliqué pour lui de diriger un pays où tu as des cousins, des frères, des cousines qui sont contre toi d'abord et d'avoir d'autres ethnies, d'autres tribus qui sont contre toi. Donc forcément, il fallait lâcher un peu du lest, oublier un peu ce qui s'est passé, faire table rase de ce qui s'est passé et avancer. Donc cela explique cette amnistie. Est-ce que c'est général? Je ne crois pas, mais cette amnistie quand même qui est destinée à offrir la possibilité à un certain nombre de rebelles et d'opposants au régime de pouvoir revenir tranquillement chez eux, de regagner leur domicile, de retrouver leurs activités et de participer surtout au dialogue politique national qu'attend donc ouvrir prochainement le président de la transition. Et donc pour moi, c'est un pas de franchi, mais il aurait pu mieux faire. Alors, on sait que le Tchad, c'est un pays où les groupes rebelles sévissent chaque fois. Et c'était la condition posée par les leaders de ces groupes pour participer au dialogue national. Le président du Congo-Brazzaville avait appelé aussi les Tchadiens à pouvoir aller à ce dialogue. Cela veut dire que, voilà, comme vous l'aviez dit, un pas est posé. Oui, un pas est posé. Et évidemment, comme je le dis, un pas est posé et ça aurait été mieux d'ailleurs, parce qu'on attend encore la réaction des groupes rebelles sur cette annonce du gouvernement tchadien, parce que fondamentalement l'amnistie telle qu'annoncée ne concerne jusqu'à présent qu'autour de 300 rebelles et opposants. Alors qu'au niveau du Tchad, vous avez autour, on parle de 296 par là, donc 300, alors qu'au niveau du Tchad, les rebelles, vous les comptez par milliers. Vous comptez les rebelles par milliers. Non, selon vous, ce sont les chefs qui sont amnistiés. Ben oui, si vous amnistiez les chefs et vous laissez de côté les rebelles, enfin les petits, les chefs de rang et tout ça, vous créez autre chose. Vous créez carrément autre chose parce que les chefs peuvent être rapidement taxés de traîtres. Et pendant que vous discutez avec les chefs, les chefs ici, les chefs amnistiés ici, les rebelles peuvent se créer rapidement d'autres chefs dans leur fief. Et le mouvement repart de belle et vous n'avez rien fait pratiquement. Et donc pour moi, on aurait pu, l'amnistie, puisqu'on la dénomme de général, on aurait pu faire un truc général pour tout le monde, pour tous ceux qui ont participé à ces mouvements rebelles-là, et ne pas chercher seulement les têtes de liste de ces mouvements pour les amnistier afin de les avoir autour de la table de négociation. Mais je ne sais pas, puisque les rebelles ne se sont pas encore prononcés sur le sujet,
Je ne sais pas s'ils vont accepter participer au dialogue dans ces conditions, sachant que il y a l'épée de Damoclès autour de leurs éléments, ou peut-être qu'ils veulent venir à la table de négociation pour reposer de nouvelles conditions, à savoir l'extension de l'amnistie à tous les éléments de ces mouvements rebelles. Pour moi, si on est dans un processus de transition, de reconstruction d'un pays, si on veut faire quelque chose, il faut le faire une fois pour de bon. Cette amnistie aurait pu être véritablement générale, concerner tout le monde pour que la réconciliation, enfin la reconstruction, la transition en cours puisse aboutir véritablement et qu'il n'y ait pas de quoi. Sinon, je vois des chefs rebelles amnistiés qui viennent à la table de négociation poser de nouvelles conditions. Si ces conditions sont refusées, ils repartent à la tête de leur mouvement et finalement, Mahamat Itno Déby n'aura pratiquement rien fait dans ce cas-là. Depuis sa prise de fonction, Mahamat Itno Déby, on a l'impression, Didier Assogba, qu'il privilégie les chefs rebelles. Peut-être qu'il a peur des armes et on s'occupe peu de l'opposition civile, les transformateurs, d'un certain Succès Masra, ainsi que la société civile. Oui, évidemment, ce dont il a peur aujourd'hui, et de toute façon, si vous étiez à sa place, c'est de vous occuper d'abord des ennemis les plus dangereux et de gérer après les ennemis les moins dangereux. Et donc, il se trouve dans cette situation-là, et vous savez qu'il est également en apprentissage, même s'il a été tout le temps avec son père. C'est pas la même chose que d'aider à gérer que de gérer soi-même. Donc, dans ces conditions-là, sa préoccupation première aujourd'hui, c'est de voir le Tchad être pacifié. S'il y a moyen de gérer et de voir avec les rebelles qu'il y ait véritablement un cessez-le-feu et que le pays se calme, il faut véritablement y aller. Gérer d'abord le souci sécuritaire parce que vous n'oubliez pas, c'est un général, il s'est donné dernièrement une nouvelle étoile. Donc, c'est un général, il a des soucis d'abord sécuritaires. Après, il discutera certainement avec les opposants civils et également la société civile qui également continue de donner de la voix. Donc, aujourd'hui, moi, je ne l'accuse pas d'avoir cherché à commencer à gérer avec ceux qui ont les armes. Parce que si vous êtes en train de discuter avec les opposants, la société civile, et que les armes commencent par crépiter, vous allez devoir les laisser pour aller faire face au front, comme son papa a eu à le faire, pour y laisser finalement sa vie. Et donc, c'est normal qu'il gère d'abord le cas des rebelles, puisque c'est eux qui ont posé ces conditions-là, c'est eux qui détiennent les armes, qui ont... les munitions et tout, il faut gérer d'abord avec eux, afin de pouvoir rassembler tout le monde autour de la même table finalement. C'est assez réfléchi pour moi, mais maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout de la logique en ne laissant personne sur le carreau, c'est-à-dire en ne sélectionnant pas parmi les rebelles ceux avec qui il veut discuter. Alors, Ouakitama et les transformateurs menacent de ne pas participer au dialogue. Vous pensez que l'exécutif tchadien va faire quelque chose? Vous savez, quand vous êtes une organisation politique et vous voulez vous donner un peu d'importance, il faut de temps en temps de ces sorties-là. Et donc, Ouakitama et d'autres également qui menacent de ne pas participer, c'est que des menaces. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont intérêt à ne pas participer? Je ne crois pas. Mais il faut véritablement montrer au gouvernement tchadien qu'ils sont véritablement là et qu'il faut compter avec eux. Je pense que c'est dans cette logique-là que cette sortie y va. Donc, puisqu'ils ont donné déjà de la voix, je vois que pendant que le général Mahamat Déby s'occupe des rebelles et d'autres opposants, je crois qu'il a forcément de ses collaborateurs qui continuent de préparer le dialogue, donc qui prennent langue avec l'essentiel du landerneau politique tchadien et qui doivent normalement être présents à la table, donc y compris Ouakitama et d'autres mouvements encore. Donc il doit avoir des discussions de couloir pour convaincre tout le monde à participer à ces discussions-là. Donc, pour moi, ce n'est pas encore perdu. Les discussions sont encore possibles pour pouvoir ramener tout le monde à la table de négociation, surtout si les rebelles sont présents. Les opposants politiques civils ont intérêt à être présents, sinon ils se verront remplacés
rapidement par des rebelles. Il se met complètement à l'abri, selon vous, par cet ami-ci, à l'abri des rebelles. Oui, évidemment. Comme je l'ai expliqué, il n'avait pas d'autre choix d'ailleurs. Vous savez, les rebelles ont frappé dur. Et vous savez que c'est dans ces combats qu'on a perdu un chef d'État. Et donc, que je ne sais pas, vous avez beau être un général d'armée, 4 étoiles par là, vous n'êtes pas à l'abri des armes. Le maréchal y a laissé sa vie. Et donc, il faut régler le problème sécuritaire, désamorcer les bombes, désarmer les esprits, désarmer ceux qui sont armés. Et donc, après, vous gérez le reste, vous avez la liberté de gérer les autres. Et donc, je pense qu'il se met complètement, il se met à l'abri. Mais est-ce que son action va être acceptée par tous les rebelles? Voilà moi mon inquiétude à ce jour, parce que si vous avez des milliers de rebelles sur votre territoire et vous choisissez de n'amnistier que environ 300, pour moi vous avez posé un pas, mais pas un grand pas. Alors vous pensez que le Tchad a besoin d'expertise étrangère? On parle du Congo-Brazzaville avec son président qui a de l'expérience, on parle également de la France et d'autres partenaires bien sûr. Non, vous savez, moi, je ne suis pas forcément dans ces schémas où, lorsque les citoyens d'un même pays doivent discuter, il faut quelqu'un qui vienne jouer au facilitateur ou au médiateur. Vous savez, les histoires de facilitation ou de médiation ne permettent pas véritablement aux partis en conflit ou aux partis en dispute de parler entre eux. Vous savez, on a vu des expériences d'autres pays. Les facilitations, les médiations n'ont véritablement pas porté leurs fruits, parce que quand on dit facilitation, il y a un sujet, au lieu que Michel et Didier en parlent directement entre eux pour s'entendre finalement sur un point, c'est le facilitateur qui va vers Michel, qui recueille son avis, qui revient vers Didier, qui recueille son avis, qui analyse les deux avis, qui propose quelque chose pour que les deux parties acceptent. Ce n'est pas ça, on n'appelle pas ça un dialogue. Ça, ce n'est pas un dialogue. Pour moi, si les Tchadiens veulent régler les problèmes de leur pays, puisqu'ils sont en transition, repartis sur de nouvelles bases à l'issue de cette transition, il faut, pourquoi pas, recourir à des autorités morales du pays pour que les citoyens tchadiens parlent en se regardant droit dans les yeux. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'ils le disent clairement et qu'ils s'attendent sur un point médiane entre les deux parties, entre les positions exprimées par les uns et les autres, et qui s'attendent sur ce qu'il y a de mieux pour le Tchad, qui s'attendent à construire un Tchad qu'ils veulent laisser pour leurs enfants, pour les générations futures. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, le Tchad qu'ils veulent voir, eux tous, le Tchad dans lequel ils veulent que leurs enfants et leurs petits-enfants vivent. Donc pour moi, les histoires de facilitation ne permettent pas véritablement aux partis en conflit ou en dispute dans un pays de discuter. Mais bon, ça reste là un avis d'analyste. Je ne sais pas quel va être le schéma que les Tchadiens eux-mêmes vont adopter. Mais pour moi, il vaudrait mieux la peine pour eux de parler entre eux de leur sujet et de trouver les solutions tchadiennes aux problèmes tchadiens. Didier Assogba, merci beaucoup à vous. Merci Michel. Allez, on marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.